Bienvenue à toi dans mon podcast. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Ici on parle de développement personnel avec des invités inspirants qui ont des histoires à raconter et de la sagesse à partager en masse. Si tu cherches des idées, des outils ou de l'inspiration pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même, alors t'es au bon endroit. Je te souhaite une très belle écoute. Ok Brenda, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et j'aimerais bien qu'on commence le podcast en parlant de la confiance en soi. Tu dis que justement, j'aime bien cette image, tu aides les femmes à prendre confiance en elles et à avoir la confiance en elles de Beyoncé. J'adore cette image. Pour toi, c'est quoi avoir confiance en soi? C'est quoi les clés de la confiance en soi? Alors, en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui estiment, beaucoup de femmes qui estiment qu'elles n'ont pas confiance en elles. Tu vois, plein de femmes qui me disent j'ai pas confiance en moi, machin. Mais en fait, la confiance en soi, c'est quelque chose de conditionnel. C'est-à-dire que ça dépend du domaine dans lequel tu veux l'attribuer. Donc déjà, la première prise de conscience à avoir, c'est de réaliser que la confiance en soi, elle dépend du domaine. Donc une femme qui dit j'ai pas confiance en moi, déjà de base, c'est quelque chose qui est faux si tu arrêtes la phrase comme ça. C'est j'ai pas confiance en moi peut-être dans tel domaine, mais il y a des domaines dans lesquels on excelle. Par exemple, j'ai énormément de femmes, moi, dans ma communauté, qui ont des carrières fabuleuses, qui ont des jobs assez incroyables, mais avec les hommes, ça foire. Donc elles se sentent en manque de confiance en elles avec les hommes, et du coup, elles en font une généralité, alors qu'en réalité, quand tu vas creuser, quand elles sont en train de présenter un projet ou de diriger des équipes, elles performent. Donc en fait, la confiance en soi, pour moi, elle est vraiment conditionnelle. Maintenant, il y a quand même un point intéressant qu'on oublie beaucoup, c'est que la confiance en soi, c'est de la performance, mais c'est l'amour de soi qui est de l'être. Tu vois, moi, j'aime bien mettre un petit peu ces deux valeurs en avant, parce que tout le monde parle, et c'est tant mieux, parce qu'en vrai, c'est un peu le point qui attire, de la confiance en soi. Tu vois, j'ai pas confiance en moi, machin. Mais en vrai, quand tu vas travailler sur la confiance en soi, souvent, le problème, c'est surtout un problème d'amour de soi. C'est intéressant ça. Comment est-ce que tu vois ça? En fait, je dis souvent qu'il y a 3 types de reconnaissance. Tu as l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la performance, c'est le faire. Tu vois, c'est comment est-ce que je fais, comment est-ce que je pose des actions dans ma vie pour sortir de ma zone de confort et me sentir assez en confiance pour me dire que je ne vais pas en mourir. Tout à fait vrai. Ensuite, tu vas avoir l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose d'intellectuel. C'est savoir. Je sais que je suis une femme bien, je sais que j'ai une belle carrière, je sais que je suis jolie, etc. Tu vois, c'est vraiment tout ce qui est intellect, tout ce qui est un petit peu cortical, si je puis dire. Et enfin, tu vas avoir le troisième point. Et le troisième point, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est ce qu'on ressent. L'amour de soi, c'est être drivé par la peur ou être drivé par l'amour. Tu vois? Et souvent, le problème de fond est là, c'est le véritable noyau. C'est travailler son amour de soi. Et c'est vrai que quand tu travailles ton amour de soi, tu réalises que souvent, on est drivé par la peur de rater quelque chose et pas par la joie de le réussir. C'est très vrai ce que tu dis. Cette dynamique où on est poussé ou bien soit on avance vers quelque chose, soit on est poussé. C'est l'intention en fait. C'est vrai. Moi, pendant longtemps, quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes 18 ans, je connaissais évidemment pas ces notions, j'étais tellement dans un manque d'amour de moi, dans une misère sentimentale affective, qu'en fait, quand je commençais avec un mec, je me disais de toute façon, il va me quitter parce que, tout était drivé pour qu'il me quitte en fait dans ma tête. Donc même dans mon fonctionnement, je m'auto-sabotais beaucoup. Tu vois, je prenais son énergie, je pleurais tout le temps. Tu vois, du coup, la relation, elle ne peut pas fonctionner. Et il ne faut pas oublier que au fond de nous, notre corps et notre cœur veulent que notre bien. Tu vois, je dis souvent cette phrase, tout en soi veut son bien, même l'ego. Tu vois, l'ego, c'est une sacrée notion. Le problème, c'est que l'ego, tout le monde pense que c'est notre ennemi, alors qu'au contraire, c'est un allié vraiment puissant quand on sait le travailler et surtout quand on l'éduque. Donc, le travail, pour moi, véritable, c'est travailler en étant drivé par l'amour. Quand tu es drivé par l'amour et que tu pars du principe que tu vas réussir quelque chose, en fait, tu es vraiment dans l'intention de la joie, dans l'intention de l'abondance. Tu es persuadé, en fait, que ça va marcher. Et c'est ce qui s'est passé, moi, quand j'ai lancé ma boîte, par exemple. En fait, je bossais un nombre d'heures incalculable, j'étais payée des misères en plus, mais je m'en foutais parce que mon projet me plaisait, parce que dans tous les cas, je savais que j'allais réussir. Tu vois, j'étais focus là-dessus, j'ai jamais douté.
Par contre, c'est marrant, mais quand j'ai commencé à avoir énormément de personnes qui ont commencé à bosser pour moi, je commençais à avoir des dépenses, ce que j'avais pas quand j'ai commencé, etc. Là, d'un coup, je me suis dit, oh putain, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Et d'un coup, j'ai commencé à switcher vers la peur pendant un moment, vers 2021, je dirais, où j'ai switché en la peur en me disant, mais en fait, je vais pas y arriver, j'ai des impôts, j'ai des trucs, j'ai la TVA, j'ai machin. Et en fait, d'un coup, je me suis mise à douter et je pense que, étonnamment, mon entreprise, au même moment, elle a commencé à se déstabiliser, si je puis dire. Et en fait, c'est quand j'ai été de nouveau drivée par l'amour et que j'ai de nouveau repris confiance aussi en ma capacité à me sentir, avoir les épaules, non pas d'une petite entrepreneur, mais vraiment d'une chef d'entreprise, que bim, c'est reparti. Et ça, c'est vraiment un travail d'amour de soi. C'est incroyablement intéressant. Et franchement, tu sais quoi, je suis contente que tu parles de ça parce que c'est tellement une sorte de débat pour moi. Enfin, c'est pas un débat, c'est un vrai sujet pour moi, ce que tu viens de dire, parce que je me rends compte que personnellement, j'ai souvent été drivée par la peur, si je suis vraiment à 100% honnête. Honnête, ouais, bien sûr. Et je me rends compte, justement, ce que tu dis, c'est très vrai, c'est que quand je suis dans la peur, je me sens souvent bloquée. J'ai souvent cette énergie d'être bloquée, coincée, que ce soit dans tous les domaines de la vie, comme tu l'as très bien dit, et que tu lances dans un projet ou dans une relation amoureuse, ou peu importe, tu te sens bloquée et la peur te freine et tu... Ouais, parce que tu pars du principe que ça va se foirer, en fait. C'est ça. Tu pars du principe que de toute façon, ça ne va pas marcher. Exactement. Parfois, c'est très inconscient, tu vois, t'as pas envie de l'assumer, mais je pense que c'est hyper important, au contraire, de se reconnaître. Pour moi, l'amour de soi, il y a 3 points qui sont, je vais en parler dans mon livre justement, qui sont... tu vas faire un livre, tu vas nous raconter. Trop bien. Qui sont la vulnérabilité, se choisir, se prioriser, et la résilience. Et en fait, la résilience et la vulnérabilité, c'est quand même assez similaire, même si ça l'est pas complètement, hein, c'est quand même il y a quand même des différences, mais la vulnérabilité, c'est venir se reconnaître. Tu vois. Et moi, pendant longtemps, j'ai lutté contre cette peur en me disant, mais tu peux pas, Brenda, allons, tu sais qui tu es, attends, t'as fait telle chose dans ta vie, t'as commencé, t'avais 18 ans, t'as performé, machin. Et tu sais, tu te racontes une grande histoire comme quoi tu n'es pas légitime à avoir peur. Donc en fait, tu as cette lutte, enfin moi en tout cas c'était mon cas, hein, je me permettrai pas de parler pour toi, mais tu as cette lutte, moi j'ai eu cette lutte entre, mais comment est-ce que tu peux avoir peur? T'as pas le droit d'avoir peur avec tout ce que tu as accompli, et surtout avec la femme que t'étais, qui était hyper confiante, qui était hyper drivée par l'amour, machin, t'as pas le droit. En plus de ça, je suis assez jeune en plus, hein, aujourd'hui j'ai 26 ans, mais... Je veux dire, quand j'ai commencé à 18 piges, j'étais un peu une outsider. Enfin, tu vois, je veux dire, je sortais de nulle part. D'un coup, j'ai performé comme ça. Je me disais, t'as pas le droit, avec tout ce que t'as accompli aujourd'hui, de chuter. Parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, tous tes amis pensent que t'es la number one. Enfin, entre guillemets, hein, parce que moi, tout ça reste une conversation interne. Mais, tu vois, tout le monde pense que t'es au top. T'as pas le droit, en fait, de douter. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver là-dedans. Mais en fait, le véritable travail, ça a été le jour où j'ai vraiment assumé ces émotions-là, que j'ai assumé que j'avais peur, que j'ai assumé que j'étais morte de trouille, que j'ai commencé à pleurer, parce que je dis souvent, entre le conscient et l'inconscient, c'est toujours l'inconscient qui gagne. Donc t'as beau refouler, à un moment, ça va péter. Et le problème, c'est que quand tu refoules trop, ça pète de la mauvaise manière. Et là, tu tombes en burn-out, tu fais des crises d'angoisse, t'envoies tout valser, tu trompes ton mec, enfin ça dépend, mais d'un coup, ça va péter de la mauvaise manière. Et c'est là où c'est intéressant aujourd'hui de se rappeler que, ce que j'essaie de me rappeler vraiment tous les jours, tout en toi veut ton bien. Tu vois, tout ce qui est en toi veut ton bien. C'est juste que chaque personne a des messages différents. Tu vois, tout le monde veut la paix, mais tu vas avoir différentes manières de vouloir l'obtenir. L'ego va dire, bon, bah, on passe par la force. Tu as l'amour de soi qui va dire, on passe par le ressenti. Et en fait, c'est là où souvent on se sent alpagué par plein de messages qui sont un peu contradictoires. Et c'est là où, justement, l'éducation par la parole, la discussion que tu vas avoir, comme si tu parlais à un enfant, en fait, surtout à l'ego, tu permets à l'ego aussi d'assumer un petit peu plus, donc de t'assumer un petit peu plus dans toutes tes parties. Et donc, c'est un véritable message d'amour de soi, tu deviens de plus en plus drivé par l'amour, et donc tu commences à reprendre confiance aussi en ce que tu es capable de faire, et en te rappelant que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu auras les épaules nécessaires pour assumer, assurer, et dans tous les cas, rebondir quoi qu'il se passe.
tu vois. Ouais, donc franchement, c'est super intéressant. Ce que je comprends, c'est que finalement, pour passer de la peur à l'amour, ce qu'il faudrait, ce serait accueillir cette peur au lieu Ouais, d'essayer d'y résister. totalement. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir... C'est intéressant ce que tu as dit sur le fait que tu t'autorisais pas à avoir peur. Ouais, Tu vois, on a souvent... C'est incroyable finalement parce qu'on résiste à un sentiment qu'on ressent de toute ouais, manière qui est totalement légitime. et qui est tout à fait légitime et naturel finalement Ouais, aussi. Et complètement. ça le rend encore plus douloureux et plus... C'est ça, parce que c'est comme si tu te suffisais pas à toi-même. Tu Mm. vois, tu n'as pas le droit. Ça n'a pas le droit d'exister en toi. Mm. Donc il y a un sentiment un peu d'irreconnaissance. Ça arrive souvent d'ailleurs aux enfants qui ont été abandonnés ou pas reconnus par un de leurs deux parents. Souvent c'est le père, malheureusement. Et ça fait que on refait ce schéma en se disant bon ben dans tous les cas je ne mérite pas d'être reconnu. J'ai pas le droit d'être reconnu, tu vois. Et du coup, comme on a cette croyance interne qu'on n'a pas le droit d'être reconnu, bah forcément on va faire en sorte de se mettre dans des situations qui vont venir confirmer cette croyance qu'on a de nous. Tu vois, C'est c'est vrai. pareil avec les mecs. Moi pendant des années, j'avais la croyance intérieure que je ne pouvais pas. Je pensais que ma croyance était que je voulais être choisie. Ça, c'était l'histoire que je me racontais. Donc, je me foutais toujours dans des histoires triangulaires. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une autre nana quelque part. Mhm. Ça veut pas dire qu'il a trompé sa femme, parce que ça, pour le coup, c'est pas un truc sur lequel moi, je mets de la valeur. Mais c'était... il était en instance de divorce. Il était en relation libre avec une femme, tu vois, etc. Et je me foutais toujours dans ces machins-là. Et l'histoire que je me racontais, c'était je veux être choisie, je veux être choisie, je veux être choisie. Ce que j'ai compris aussi à force de travail sur moi, c'est qu'en fait, les croyances, ce qu'on vient confirmer, souvent, c'est l'opposé de l'histoire qu'on se raconte. Parce que je veux être choisie, je veux être choisie. Si c'était vraiment le cas, je serais choisie. Tu vois. Sauf que dans tous les cas, dans ces situations, c'était toujours Brenda, t'es gentille, je t'adore, mais je vais retourner avec ma femme ou tu restes un plan cul, enfin, tu vois, des choses comme ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réalisé que ma croyance véritable, c'était que je ne voulais pas être choisie. Oh, Tu vois. intéressant, intéressant, ouais. En fait, je me sentais tellement pauvre à l'intérieur de moi et tellement illégitime à avoir le droit à l'amour que je me mettais dans des situations qui ne pouvaient pas me l'apporter. Mais comme l'ego fait tout pour nous protéger, il va évidemment pas nous dire bon ben Bren, tu sais que ta croyance c'est que tu veux pas être choisi, tu vois, tu vas te raconter une histoire qui va être ton mode de défense, quoi l'ego fait vraiment tout C'est pour trop essayer de intéressant nous ce que tu protéger, dis, tu ouais, vois. c'est vrai, c'est vrai. Mm. Il va nous mettre une histoire dans la tête à laquelle on va croire, parce qu'on a besoin de croire en des Mm. choses dans lesquelles qui nous mettent pas dans une misère affective. Et donc, j'ai eu cette histoire pendant longtemps de je veux être choisie, je veux être choisie. Foutaise. Au final, ce que je voulais vraiment, c'était ne pas être choisie parce que je me sentais pas légitime et, et avoir ce droit à l'amour en fait. Et la véritable déclaration d'amour que je me suis faite, et Dieu sait que ça a été difficile pour moi, c'est d'arrêter une relation avec un homme qui ne me choisissait pas, qui m'aimait, je l'aimais, mais pour lui, dans sa vision de l'amour, il y avait plusieurs femmes. Et toutes les femmes étaient d'accord, pas de problème. Sauf que moi, sincèrement, je me suis raconté une grande histoire au début, comme quoi j'étais une femme moderne et blablabla. Tu parles, pas du tout. Et en fait, j'ai arrêté une histoire avec un homme que j'aimais. Et c'est là où je me dis que t'es drivée par l'amour, parce que j'étais en larmes quand je l'ai quitté. Mais je pleurais, surtout que c'était l'homme parfait sur plein de points pour moi, brillant, enfin tout ce que tu veux, gentil, etc. Et quand j'ai arrêté cette histoire, euh, je me suis quand même mise dans cette position de me retrouver seule, alors que c'était ma plus grande peur, parce que je me suis dit, mais je vais jamais retrouver quelqu'un. Et la déclaration d'amour que tu te fais, c'est oui, là t'as peur, mais comme t'es drivé par l'amour et tu sais que t'as de la valeur, tu sais qu'il y a quelqu'un de plus tard qui t'attend. C'est juste que tu le sais pas encore. Enfin, tu le sais, mais c'est juste que tu le vois pas Tu le vois encore. pas encore, Donc ouais. tu prends ce risque, qui est en même temps une magnifique histoire d'amour avec toi-même, de te dire, bon ben je vais perdre quelque chose que j'ai, qui est pas incroyable, mais que j'ai au moins et je peux me raccrocher à ça. Et tu plonges dans le bain du doute et de l'incertitude pour savoir où ça va te mener. C'est ça. Et je pense justement à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans ces Ouais, situations où tu vois, il y a un schéma c'est répétitif. ça, C'est intéressant parce qu'on a tous un schéma ou des schémas répétitifs où on se rend totalement. compte qu'en fait, ok. Et surtout dans nos relations amoureuses qui reflètent finalement la relation qu'on a avec nous-mêmes Mhm. et on se remet dans les mêmes situations.
Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent et qui se rendent compte qu'ils répètent des schémas, mais qui ne savent pas trop comment faire pour y mettre fin ou pour, tu vois... Parce que qu'est-ce qui t'a donné, toi, le déclic de te dire, cette fois-ci, bah, je vais me sortir de cette situation. Parfois, on est conscient, tu vois, on est très conscient, mais... C'est ça la puissance. Tu l'as dit, en fait. C'est pas la même chose de savoir et de ressentir. Savoir, c'est l'estime. Tu sais que tu as de la valeur, tu sais que tu mérites une relation avec un mec incroyable, mais toi, tu te laisses dans une relation hyper compliquée, avec des paramètres hyper compliqués. Le mec, je sais pas, il est en couple, le mec, il veut pas te reconnaître, le mec dit je sais pas ce que je veux et il te rappelle à chaque fois, machin. Bah, dans ces schémas répétitifs, ce qui est important de se dire, c'est comment est-ce que je me regarde, moi, tu vois, comment est-ce que je me vois, quelle est l'histoire que je me raconte qui me permet de continuer cette histoire. Et en même temps, je trouve ça assez incroyable. C'est un peu touchy, ce que je vais dire, donc accrochez-vous, mais je trouve ça assez incroyable de se dire qu'on aime quelqu'un et en même temps qu'on lui ment sur nos intentions. C'est-à-dire que parfois, on se met dans des situations où on se dit non, mais moi, la relation libre, ça me va. Non, mais moi, le fait d'être la copine illégitime, ça me va. Non, mais moi, de toute façon, je veux pas d'histoire sérieuse avec toi, tu sais. Alors qu'au fond de nous, tout au fond, on a envie d'avoir une histoire sérieuse avec ce mec. Mais comme on veut garder la face, tu vois. C'est vrai. Et je trouve ça délirant de se dire je l'aime et je lui mens. C'est pas vrai en fait, tu l'aimes pas. T'aimes à la limite, c'est l'histoire que tu te racontes de l'aimer. C'est horrible de dire ça. Moi-même, j'ai eu du temps à l'accepter, mais en fait, quand tu fais preuve de sincérité et que tu cherches, je dis pas qu'on y est parce que c'est très compliqué d'y être à nos âges, mais quand tu veux vraiment être dans cette intention d'un amour inconditionnel, tu ne laisses pas la place au mensonge. Tu te montres avec tes fêlures, certes, mais tu te montres aussi avec tes intentions et avec ton ambition. Tu vois ? Donc ça, je pense que c'est le premier point. S'attacher vraiment au ressenti. Comment est-ce que je me ressens dans ma valeur ? Pas qu'est-ce que je sais. Attention, mesdames, messieurs, c'est pas ce que je sais. Ce que je sais, j'en ai conscience. C'est l'estime de soi. Moi, perso, je suis la pro du savoir. Je sais plein de choses sur moi. Par contre, les ressentir, c'est autre chose. C'est pas pareil. Tu vois ? C'est plus profond. C'est plus profond parce que là, c'est savoir. C'est ça, exactement. Et quand tu rentres dans le corps, en fait, c'est ça l'être. C'est exactement ça. Et c'est là où, d'ailleurs, tu as les vrais déclics, en fait. Ouais, et c'est le grand quand piège. Tu le ressens. C'est le piège du dev perso, en fait, souvent. C'est que, alors, on est les pros de l'acquisition de connaissances. Nous, on se forme, on machin. Plein de coachs, et plein d'élèves. Allez, on est les pros de la connaissance. Moi, j'ai eu plein de personnes... Qui dans des meetings entrepreneurs ou autres, qui me disaient ouais mais tu vois ça, c'est par rapport à ça, et moi je sais que je suis comme ça parce que ça. D'accord, mais à quel moment est-ce que tu ressens les choses? Et je pense que être toujours dans le savoir, c'est un super mode défense, tu vois, pour pas aller chercher ce qu'il y a sous le tapis, tu vois. C'est fort ce parce que tu viens de dire. Je peux vous dire, je suis allée un peu en éclaireur de ce qu'il y a sous le tapis, c'est pas drôle, c'est vraiment dur. C'est douloureux. C'est hyper douloureux parce que rien que d'en parler, j'en ai la boule à la gorge parce que tu viens chercher des trucs tellement lourds. Et franchement, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, qui est un travail thérapeutique, vraiment, qui prend du temps, putain, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'étais vraiment au fond du trou. Je me suis dit, mais je suis une sombre merde, vraiment. Je veux dire, t'as beau avoir tout réussi, t'as beau faire plein de choses, tu te dis, mais en fait, rien ne va, tu vois. Oui, c'est une expérience C'est une expérience très dure d'humilité. D'humilité, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas drôle, vraiment, c'est pas drôle. Mais c'est tellement nécessaire. C'est vrai. C'est tellement nécessaire parce que derrière, quand tu commences à reconstruire, tu vois, tu te sens un peu mieux. Et j'encourage tout le monde à faire ça, vraiment. Par contre, il faut avoir les nerfs solides. Si vous sortez d'une relation compliquée, n'allez pas... Si vous sentez déjà que ça pue sous votre tapis, n'allez pas le regarder si vous êtes déjà au bout de votre vie, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça demande à être quand même un petit peu équilibré. Mais c'est un travail qui est important parce que c'est, comme je dis, c'est un super mode défense. Moi, l'intellectuel, pendant tellement longtemps, j'étais dedans. Ça et la performance. Moi, j'étais une pro de la confiance en soi, une pro de l'estime de soi. Mais en amour de soi, j'étais nulle. C'est horrible, encore une fois, de dire ça parce que j'estime que j'ai tellement travaillé, j'ai tellement accompli quand même pour mon âge. Et en même temps, je me dis, j'ai fait tout ça. J'ai accompli tout ça. J'ai fait des expériences de dingue. J'ai visité tellement de choses, de pays, etc. Et pourtant, je m'aimais pas. Tu vois ? J'avais beau tout avoir, la famille, l'argent, l'intelligence, la culture, le succès, enfin tout ce que tu veux, je m'aimais pas. C'est nul quand même, tu vois. Et ça a été horrible de m'en rendre compte. Pourquoi ça a été horrible ? Parce que tu te rends compte que certes, ici, tu as tout, mais à partir de là, il n'y a rien.
Tu vois, en fait, la seule chose que tu ressens, c'est de la tristesse, c'est de la peur, c'est du doute, c'est je suis pas capable. Et en fait, les seuls moments où tu arrives à faire les choses, c'est quand tu es dans la performance, tu performes, ou quand tu es dans l'intellect. Par exemple, moi, j'étais très douée en dissertation. Tu vois, à l'école, je te faisais des disserts de ouf. Mais par contre, ben, tu sais que tu t'aimes pas quand tu sens que dans tes réflexes de pensée, il faut s'en rendre compte. Hein. Donc déjà, ça demande un travail. Dans tes schémas, tu répètes des choses qui sont négatives, que tu sens au fond de toi le soir quand tu t'endors et que ton ego dort un petit peu. Tu vois un petit peu ce qui se passe au fond de toi. Tu sens un petit peu au fond ce qu'il y a. Tu l'assumes pas toujours, tu vois. Mais quand tu vas regarder à ce moment-là ce qui se passe, c'est là où tu te rends compte vraiment que tu doutes de toi, tu vois. Et ça demande un travail, mais finalement, je peux vous dire, en reconstruisant dessus, que waouh, qu'est-ce que ça t'apporte derrière, quoi. C'est juste extraordinaire de se rendre compte de ça, sachant que tu l'as jamais eu. Ben, d'un coup, tu réalises un truc que tu n'as jamais eu, en fait, tu vois. Quand tu pars du principe que tout va bien se passer dans tes relations amoureuses, que, en fait, comme je te l'ai dit, moi, j'étais avec des mecs qui, surtout quand j'avais 18, 20 ans, 21, qui me quittaient, tu vois. Ça, vraiment, je me suis fait quitter un nombre incalculable de fois, ou alors je quittais quand tout se passait bien, parce qu'évidemment, on s'auto-sabote. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on va trouver toutes les excuses du monde. Ça aussi, hein, c'est des pros du désamour, c'est quand tu vas toujours chercher le problème à une relation. Et en fait, là, être dans des relations où tu sais que ça va, en fait, tu vois, tu es heureuse. Après, warning, hein, parce que c'est vrai que le bonheur, ça reste des instants. C'est pas un état constant. Je continue de douter sur des choses, c'est normal. Mais au moins, tu vois, j'ai ce sentiment, ça va. Tu vois, tout va bien. Alors qu'avant, j'étais beaucoup dans tout va s'écrouler. C'est ça, je comprends. Je me pose une question, mais c'est une question que je me pose même dans ma vie à moi, tu vois, c'est... Est-ce que tu penses que parfois on est dans la surperformance ou dans la performance dans un but de se protéger Mais oui, totalement. Totalement. En fait, c'est super d'avoir de l'ambition, c'est super d'être performante. Attention, hein, moi je suis très heureuse d'être performante. Je pense que je n'en serais pas là aujourd'hui dans beaucoup de pans de ma vie. Mais c'est aussi un excellent mode défense parce que la performance, elle nous amène à être à l'extérieur. Exactement, ouais. Quand tu fais de la scène, moi j'adore faire de la scène, j'adore être en contact avec les gens, enfin je kiffe de ouf, tu vois, vraiment j'adore ça. Mais c'est vrai que ça reste des rêves d'ego, tu vois, ça reste des rêves de je deviens quelqu'un d'important. C'est vrai. Tu vois, c'est quelque chose qui est censé remonter ma valeur. Alors que ma valeur, elle est déjà suffisante. Tu vois, donc c'est des belles expériences de vie, c'est super, c'est comme les voyages. Je compte pas m'arrêter d'être performante, mais ça reste quand même, souvent, malheureusement, ce sur quoi on va s'appuyer pour estimer qu'on a de la valeur. C'est vrai. Au lieu d'aller chercher à l'intérieur de soi et de se dire qu'est-ce qui se passe si j'enlève tout ça, qui je suis, quel est mon être. Parce qu'on peut pas être dans l'être et dans la performance. Tu vois, j'ai un de mes formateurs en psycho qui m'a dit, et j'ai adoré cette phrase, m'a dit tu ne peux pas, Brenda, être dans l'être et dans la performance. Regarde les gens en concert, regarde les chanteurs. Quand ils sont à leur 50e tournée, enfin 50e concert en, je sais pas, en 6 mois, je te dis n'importe quoi, tu sens au fond d'eux qu'ils sont un peu déshumanisés. Ils font le truc, ils performent, t'es content, mais tu sens qu'ils sont pas aussi incarnés que s'ils l'avaient fait une seule fois. C'est vrai. Tu vois, parce qu'on peut pas être dans les deux. Et vrai. ça, c'est un truc qui m'a foutu une claque, tu vois. Vraiment. C'est comme... Enfin, il y a tellement de choses à dire sur ces sujets. Mais oui, en fait, je pense que c'est génial d'être dans la perf au 21e siècle, c'est super. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, tu vois? Qu'est-ce qui se passe à la maison, là? C'est ça. Et c'est l'un des pans où on peut le plus le travailler, ça. Enfin, on peut voir un petit peu, prendre un peu la météo. C'est quand on est seul. On est seul chez soi. On est seul chez soi. On est seul chez soi. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'on fait rien. Tu vas faire du rien. Ça, c'est horrible, faire du rien. Mais est-ce que tu arrives à faire du rien? Moi, j'ai beaucoup de mal. Moi, j'ai beaucoup de mal aussi. Mais c'est là où vraiment, en fait, tu te suffis à toi-même. Tu vois, c'est ça. Parce que c'est justement pour ça que je te dis et que je te pose cette question. Parce que parfois, quand je fais rien, je me sens obligée. Je me sens, ok, là, il faut que je performe, il faut que je sois productive, il faut que je fasse quelque chose. Et ça revient beaucoup, je trouve, à l'ego dont tu parlais aussi. C'est ça. Mais ce que tu as dit qui était intéressant, qui m'a marqué, c'est que pour toi, l'ego, c'est pas l'ennemi. Comment tu vois l'ego? L'ego, si on en vient déjà à la définition, ego, jeu, hein, en latin,
l'ego, c'est la partie de soi qui vit dans la peur constante de mourir. Tu vois, déjà, si on regarde un peu en psycho ce que c'est ça. Donc, l'ego, c'est la partie de nous qui est restée un peu, j'ai presque envie de dire reptilienne, qui est vraiment dans l'enfant, qui est très instinctive. Et l'ego, certes, parfois, il nous fait être un personnage. Tu vois, par exemple, on a envie de dire un truc à notre mec, on va pas lui dire par peur qu'il nous quitte derrière. Donc, on va être en mode, non, mais t'inquiète, fais ce que tu veux, tu vois. Ça, c'est l'ego, quand on dit à un mec, fais ce que tu veux. Alors que tu sais que t'as pas envie qu'il fasse ce qu'il veut. T'as pas envie qu'il aille à cette soirée. Typiquement, c'est de l'ego. Je reviendrai là-dessus, mais par contre, l'ego, quand tu regardes un peu plus, c'est grâce à lui quand même qu'on saute pas du 8e étage pour aller au premier, parce qu'on sait qu'on va s'éclater le cerveau en fait si on saute du 8e étage. Donc on va prendre l'ascenseur, on va prendre l'escalier. C'est l'ego qui nous pousse à pas mourir, tu vois. Donc ça va être de façon hyper instinctive, hyper neurocomportementale si je puis dire, c'est-à-dire qu'on va vraiment être, on va être direct, tu vois, comme je t'ai dit, on va prendre l'ascenseur pour descendre, on va pas sauter du 8e étage, donc il nous permet de survivre. Mais dans certaines situations, l'ego va, comme je te l'ai dit, va faire n'importe quoi. Mais il va faire n'importe quoi parce qu'on l'a jamais éduqué et parce qu'il estime que c'est la meilleure chose à faire pour toi. En fait, si je reprends cet exemple de fais ce que tu veux, l'ego estime que si tu lui dis vraiment ce que tu penses, tu te mets en position de faiblesse. Donc tu risques de mourir en fait. Parce que l'ego, instinct de survie, reproduction, deux choses. Comme tout le reste du cerveau. On a 2 désirs primaires, survivre et se reproduire. Donc, quand il voit un danger quelque part, tel qu'il soit, c'est une réaction instinctive et génétique de bloquer le danger. Et comment on fait quand on n'éduque pas ? On veut être plus fort que la personne en face. Et pour ça, il y a plusieurs façons. Soit on va devenir plus fort, soit on va fuir. On est aussi les pros. Et on va dire que ce sont les 2 raisons principales. Soit on va affronter, on va être dans la confrontation, dans le combat. Et c'est là où on a des grosses colères, des disputes, etc. Et qu'on va chercher à blesser l'autre. Tu vois, on va le blesser, alors on va pas le blesser physiquement, mais on va le blesser mentalement. De toute façon, t'es qu'un connard. De toute façon, j'ai jamais été heureuse avec toi. Tu vois, bim, confrontation, on attaque. Et de l'autre, tu vas avoir plutôt le travail qui est un travail, comment je pourrais te dire ça, de fuite, où là, ça va être plutôt, non mais tu sais quoi, on arrête, on en parle plus tard, ou alors on va pas répondre à un message, tu vois, on fuit pour pas montrer sa vulnérabilité. Mais quand tu travailles avec ton ego et que tu laisses un peu exprimer, tu te rends compte qu'en fait, il y a des peurs, tout simplement, et que l'ego, il fait de son mieux pour te protéger de la peur. Mais quand, justement, tu commences à lui faire prendre conscience, comme un enfant, en fait, des choses, eh bien, il s'apaise. Tu vois, il s'apaise, il est plus doux aussi. Je pense que l'ego est sincèrement pas un ennemi. Au contraire, comme je te l'ai dit, il nous sauve la vie tous les jours, l'ego. Donc, sinon, tu vois une voiture, tu as envie de traverser, tu traverses. Tu vois, regardez malheureusement certaines personnes qui n'ont pas ces réflexes-là, qui n'ont peut-être pas pu développer leur ego. C'est des personnes qui se mettent constamment, souvent en danger. Parce qu'elles n'ont pas ces réflexes-là. Ou un bébé, typiquement, n'a pas d'ego. Enfin, même un bébé d'1 an, 2 ans. Enfin, il est, on va dire, il a un ego qui est différent. En tout cas, tout ça se développe. Mais je veux dire, lui, il voit des voitures, il s'en fout, il traverse. Tu vois, parce qu'il n'a pas développé ça encore. Ouais, c'est vrai. C'est là Totalement. Que c'est intéressant. Je me pose une question. Est-ce que tu penses qu'on a souvent tendance à se valoriser en fonction de notre capacité à être en couple et à être choisi par quelqu'un? Justement, tout à l'heure, tu disais, quand j'étais plus jeune, j'avais cette sensation j'avais cette croyance que j'avais besoin d'être choisie. Quelque chose qui revient souvent et dont j'ai l'impression, c'est que on a souvent tendance à se mettre dans cette posture de « il faut que quelqu'un me choisisse pour que je choisisse de m'aimer ». Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu en penses? Au contraire, en réalité, on part du principe que c'est l'autre qui doit nous donner nos parts d'amour. C'est ça. Tu vois, j'ai fait un podcast dernièrement qui s'appelle « Peut-on s'aimer quand on ne s'aime pas ?» Et je pense que non, en fait, pour être sincère avec toi. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas profondément aimer quelqu'un si on ne se sent pas légitime à la relation. Tu vois ? Déjà, y a plein de gens qui se sentent en relation, qui se sentent en couple, qui sentent aimer un homme
au bout de 3 mois. Tu vois, non, 3 mois encore, je suis gentille. Au bout de 2 semaines, tu vois, d'un coup, ça devient l'homme de leur vie. Elle commence à projeter en s'endormant le soir des super histoires avec ces mecs, ou ces femmes hein, d'ailleurs. Excusez-moi, je parle souvent aux femmes parce que du coup, j'ai ça, mais ça marche aussi pour les hommes. On va avoir ce schéma. Sauf qu'en fait, on ne peut pas sincèrement aimer quelqu'un au bout de, comme je l'ai dit, 2 semaines ou même 1 mois, parce qu'on ne connaît pas la personne. Donc en fait, on projette sur elle ce que nous, on veut voir d'elle. Très vrai. Tu vois. Et du coup, ça t'empêche d'être profondément ouverte à la découvrir. Parce que du coup, tu n'es pas réaliste dans la personne que tu vois et tu vas souvent refuser ou même lui en vouloir de ne pas être ce que tu attends. Tu comprends? C'est très vrai ce que tu dis, c'est très vrai. On a souvent cette tendance à avoir cet idéal, Ouais. ou cet idéal du partenaire qu'on veut avoir et on va essayer de faire rentrer cette personne dans cet idéal plutôt que d'accepter cette personne pour ce qu'elle est. C'est ça. Et en fait, du coup, on croit à l'histoire qu'on se raconte. Tu vois que ce mec est comme ça, sauf que quand il commence à nous montrer qu'il est peut-être pas comme ça, nous, ça nous déçoit, nous, ça nous énerve, on se sent embêté, tracassé par tout ça, on commence à faire des histoires, et en plus de ça, on va souvent utiliser l'autre pour se décharger de notre propre mal-être. Moi, j'étais l'experte là-dedans, c'est-à-dire que, tu vois, je pouvais pas m'empêcher de faire des histoires. Je pouvais pas m'empêcher de lui raconter combien je doutais de moi, mais tu sais, pas en assumant ce que je disais, c'était en mode rassure-moi, laisse-moi te prendre ton énergie, tu vois. Et en fait, les mecs, ils finissaient par se barrer, et c'est normal. Et après, moi, je me disais, tous des salauds, de toute façon, personne ne m'aime, tu vois. Bim. Je suis contente de me T'es- raconter l'histoire, tu vois. Mais t'es forte de reconnaître ça parce que je trouve que c'est vraiment probablement la clé pour se débloquer de ce schéma ou de nos schémas, c'est de reconnaître que on a un mode de fonctionnement particulier qui nous Ouais. est... Mais c'est en même temps très douloureux, difficile de se mettre en face de soi et de se dire, ok, C'est piquant. c'est quoi ma part de responsabilité et quelle est ma Ouais. part de toxicité dans tout ça en Ouais, fait. parce que comme je dis, enfin comme j'aime bien le dire, on se sent souvent victime de l'autre, mais on voit pas combien l'autre est notre victime. Tu vois, combien on utilise aussi l'autre pour croire à l'histoire qu'on se raconte, qu'on voit pas avec réalisme. Tu C'est vois. vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est important. Évidemment, il y a toujours des faits des deux côtés, tu vois. Mais je pense que c'est important de travailler sur ce que nous, on peut améliorer pour se sentir mieux, pas pour être en couple, tu vois. Moi, pendant longtemps, j'ai voulu perdre du poids pour être en couple. Tu vois, en me disant, bah, les mecs aiment les meufs super fines, donc voilà. Euh, En fait, quand tu fais quelque chose pour autre chose que toi, c'est rare que ça fonctionne sur le long terme. Ça peut être un C'est projet avec vrai. un début et une fin, mais en fait, ça ne marche pas parce que tu te drogues à quelque chose dont tu n'as pas accès. Quand tu comprends, et ça aussi, ça m'a changé la vie, que tout ce que tu fais est dirigé vers toi, est dirigé vers ton intérêt, déjà, tu t'enlèves un énorme truc. Quand tu arrêtes de te raconter l'histoire que, tu vois, moi, j'étais la pro de la mission de vie. Tu vois, moi, je me disais, c'est ma mission de vie, je suis née pour ça, de faire ce que je fais, etc. J'étais l'experte absolue de ça. Et du coup, je me disais, non, mais je peux pas faire ça parce que ma mission de vie, c'est ça, machin. Grand bullshit. En fait, yes, c'est quelque chose qui va aider des gens, mais très sincèrement, au fond, je le fais parce que moi, ça me fait du bien. Tout à fait. Tu vois, parce que moi, au fond, au fond de moi, je me raconte l'histoire que ça me rend importante aux yeux des autres. Et on en revient à mes failles, hein, finalement, aussi, d'être importante aux yeux des autres. Mais au fond, c'est ça le vrai truc. Tu vois, je fais mieux de le raconter parce que c'est pas forcément hyper confortable, mais euh, tu vois, on peut pas. Tout est dirigé vers nous, en fait. Notre vie est dirigée vers nous. Alors, certes, on peut aider les gens. Moi, tu vois, quand je fais des soirées comme j'en ai fait hier, des journées où dans mon école, je réunis plein de femmes et qu'elles sont les larmes aux yeux en me disant merci, bien sûr que ça me touche. Mais en même temps, ça me rappelle que je fais quelque chose de bien et que je vais peut-être devenir un souvenir pour ces gens-là. Et donc, ça booste aussi mon éternité, hein, tu vois, ma survie sûr. constante. Donc, oui, c'est aussi un sacré travail à faire d'ego, de se dire, Clair. ben oui, en fait, tout est dirigé vers soi. Et c'est OK, en fait. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est quelque chose pour moi qui diminue avec l'âge. Euh, Quand plus on se rapproche de la mort, moi je le vois avec ma famille, parce que je suis assez jeune par rapport à ma famille, je suis un peu en décalage. Ma famille que j'aime beaucoup, mais j'ai des gens qui sont assez âgés dans ma famille. Et qui du coup,
vivent des choses, malheureusement, qui sont liées à l'âge. Ils sentent qu'ils se rapprochent un peu de la fin de cette vie-là, en tout cas. Et en fait, il y a quelque chose où l'ego est moins là, tu vois. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Parce que nous, je parle pour toi parce que je pense qu'on est, j'espère, pas trop proche de la mort. Mais j'espère aussi. Mais je veux dire, tu vois, j'ai encore du mal à être là-dedans parce que pour moi, voilà, je vis un petit peu ma vie comme si ma vie était infinie encore, tu vois, inconsciemment. Mais en même temps, je pense que plus on se rapproche de la mort, plus on se rend compte qu'on n'a rien à gagner à tout diriger vers soi. Donc on va devenir beaucoup plus inconditionnel, tu vois, avec l'âge, avec les expériences. Moi, dans ma famille, j'ai eu des personnes qui se sont retrouvées en fauteuil, qui ont dû être aidées, qui ont dû être accompagnées à faire leurs besoins, enfin, tu vois, des choses pas très sexy, finalement. Et c'est là où l'amour devient tellement fort qu'en fait, on n'est plus deux personnes, on est une personne, tu vois. Et je trouve ça très beau. Mais je pense que ça prend un sacré temps avant d'en arriver là. Je suis d'accord avec toi. En plus, c'est ce que je disais dans un podcast il y a quelques jours. Donc, c'est intéressant que tu t'en parles. C'est que j'ai l'impression que quand on prend conscience, même à un degré assez faible de notre condition mortelle, entre guillemets, on va mourir, on va tous mourir. Et on se rend compte en fait de ce qui est important et de ce qui est pas important, de ce qui est réel et de ce qui est pas réel, tu vois. C'est ça. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est douloureux aussi de se rendre compte qu'en fait, c'est douloureux et libérateur de se rendre compte que ni ton succès, ni ton apparence physique, ni tes relations amoureuses ou autres vont te rendre heureuse finalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui... Ouais, ça se passe à l'intérieur. J'aimerais bien qu'on parle des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux sur la manière dont ça impacte nos relations, que ce soit nos relations amoureuses ou notre capacité à se connecter les uns aux autres? Est-ce que tu as l'impression que les réseaux sociaux sont peut-être devenus parfois une sorte de barrière qui nous empêche de nous connecter réellement les uns aux autres, avec tous ces dictats, toutes ces justement, je trouve que notre ego est très 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 déclenché sur les réseaux. Ça, ouais, carrément. Pour le coup, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé puisque j'ai lancé une formation aussi là-dessus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux sociaux viennent activer une partie de nous. Comme j'ai dit, il y a deux désirs primaires qui sont la reproduction et la survie, qui en fait dans notre striatum génèrent de la dopamine, enfin bon, tout un schéma voilà, croustillant. Mais en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a d'autres désirs un peu complémentaires qui sont liés à ces deux-là, mais qu'on va diviser pour mieux les comprendre. On va avoir le repos, on va avoir l'obtention d'informations et, roulement de tambour, l'augmentation de son statut social. Avoir un haut statut social, ça nous génère un maximum de dopamine, donc l'hormone de la motivation, du bonheur pour certains, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est sur les réseaux sociaux, cette activation du haut niveau social, il est tout de suite hyper stimulé. D'ailleurs, quand on regarde comment a été créé Instagram ou d'autres réseaux, ça a été analysé pour ça, hein, pour rendre accro, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'on devient accro aux réseaux sociaux? Parce qu'on se donne le sentiment de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois, du coup on va liker, on va s'insurger, par exemple beaucoup de haters, je pense que tu en as aussi, et en fait ce qui se passe, c'est que les gens qui s'insurgent, qui s'énervent, certes ils sont pas avec toi, mais du coup ils sont contre toi, donc ils sont avec quelqu'un d'autre, hop, coup je me sens dans la vérité parce que je suis contre cette personne. Et à l'inverse, tu vas avoir des gens qui vont te défendre parce que eux ils se retrouvent en toi, et comme moi j'admire Mariam ou j'admire Brenda, etc., eh bien je me sens un peu comme elle parce que je me retrouve dans leur vie, parce que j'ai envie d'avoir leur vie, tu vois, en gros. Et du coup, oui, je pense que ça impacte. Et le problème de ça aussi, c'est que parfois, les réseaux vont prendre le dessus sur une relation. Parce qu'on va regarder la relation, je sais pas, d'Iris Mittener avec son copain, de machin avec son copain. On se dit, ça, c'est la relation que je veux. Donc, on va projeter... La projection, c'est un sujet passionnant aussi. Je pourrais en parler des heures. Mais on va projeter l'image qu'on veut de notre relation parce qu'on va se dire, du coup, moi, je veux la même relation.
Et du coup, ce qu'on a projeté sur la relation je sais pas, on va dire de Iris, parce qu'elle m'est venue, et de son copain, ça va être ce que je veux moi dans ma relation. Sauf qu'on oublie que les réseaux, c'est une toute petite partie de la vie de quelqu'un. Et même d'ailleurs, le personnage qu'on est sur les réseaux, hein, moi quand je me filme comme ça, c'est pas naturel, tu vois, tu vois, je me dis pas, ben tiens, c'est comme si je parlais à mes copains. Oui, c'est une idée, mais je joue un personnage malgré moi. Quand je suis sur les réseaux, c'est normal. Tu ne peux pas être toi-même quand tu es avec ta tête en retour caméra en te regardant, tu vois. Et du coup, on oublie que c'est pas la vraie vie et on va vouloir vivre la vraie vie comme on voit la vie artificielle des réseaux. Et du coup, on va avoir des attentes très fortes. Par exemple, il y a un compte que j'adore, mais qui est terrible là-dessus, c'est je sais plus, objectif couple ou couple inspiration ou comment on appelle couple goals, tu vois, des trucs comme ça. Je regarde des reels là-dessus, je deviens folle, tu vois, les mecs et les meufs ils sont dans des endroits incroyables avec une meuf qui a un corps incroyable, le mec qui a un corps incroyable et on les voit s'embrasser en haut d'un gratte-ciel. Ah, mais moi ça me fait rêver, hein. Moi je me dis évidemment que je veux ça, sauf qu'en fait du coup tu oublies que c'est peut-être fictif, que ça a été préparé parce que du coup ça serait pas filmé sinon et que la vie c'est pas ça. Mais du coup toi tu vas te dire je suis dans mon lit en pyjama avec mon masque sur la gueule et mes cheveux en bataille, cette vie là je l'aurai jamais, même si je la veux. Du coup ça casse ton amour de toi parce que tu te dis que tu seras jamais suffisante et c'est là où les réseaux sont dangereux. Ouais, c'est vrai. Et puis il y a aussi le côté je trouve gratification instantanée. On voit tout de suite à travers le nombre de likes qu'est-ce que le groupe valorise. C'est-à-dire, bah voilà, comme tu dis, par exemple, tu vas voir une vidéo ou une photo d'un couple avec tous les critères parfaits que tu peux imaginer. Dopamine, hein, bien sûr. Et puis tu vois en fait à quel point les gens valorisent ce couple. Et finalement, tu te dis, bah en fait, si... C'est assez primaire comme mode de fonctionnement, mais on va se dire, ok, si je veux être valorisée, il faut que j'ai le même couple ou il faut que je ressemble à ça, en fait. C'est ça. Ou aussi, moi, personnellement, ce qui m'a fait beaucoup souffrir, c'est de me comparer. Pendant longtemps, je me comparais aux images des mannequins ou des femmes que je voyais sur Instagram qui avaient la peau parfaite et ça et ci. Mais justement, après, moi, aujourd'hui, je suis vraiment dans cette optique de me dire... J'ai envie au maximum de ma capacité de me montrer comme je suis sur mes réseaux et de surtout pas jouer un rôle. Si je me sens pas capable de me montrer authentiquement comme moi-même, comme je suis, je le fais pas, je me montre pas. Parce que justement, je trouve que on perd cette connexion véritable les uns aux autres quand on n'arrive plus à être vulnérable, comme tu disais, tu vois. Quand on n'arrive plus à être soi-même. En fait, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu racontes, c'est aussi de réaliser que on essaie de se rapprocher, moi j'essaie de me rapprocher le plus de qui je suis quand je parle à ma communauté ou des choses comme ça, mais c'est vrai que déjà ce que j'analyse c'est la différence qu'il y a entre ce que je parais et ce que je ressens en moi. Déjà il y a un monde, hein. Parce que même là entre ce que je te dis, enfin, ce que je ressens, ce que je te dis, ce que je veux te dire, ce que je te dis, ce que tu entends, comment tu le traduis, comment la communauté qui nous regarde le traduit, il y a un monde. C'est vrai. Tu vois, parce que je pense que sincèrement c'est très difficile de parler de soi, enfin de réussir à faire ressentir des choses. D'ailleurs il y a Chloé Bloom qui a sorti un super podcast dessus dernièrement qui dit dans tous les cas au fond de nous on sera toujours seul, tu vois, c'est sombre à l'intérieur de nous parce que en nous tu vois que en fait on n'est jamais vraiment connecté aux autres. On peut vivre un grand moment ensemble, on peut avoir le sentiment d'avoir le même sentiment au même moment. Au fond de nous, on est un peu seul, tu vois. Il n'y a pas de... personne n'arrive à ressentir ce que je ressens. Tu vois, et moi, j'ai beaucoup ressenti, je sais pas toi, mais ce truc où je m'allongeais le soir et je me disais, je suis triste, et personne va ressentir ce que je ressens, en fait, tu vois. Et je trouve ça très beau de commencer à en parler. Je suis d'accord. C'est hyper... Et surtout, c'est ça que j'adore aussi dans le métier de psy, c'est la capacité qu'ils ont, qui est extraordinaire, à ne pas mettre d'intention quand on parle de nous. C'est-à-dire qu'on va juste parler de nous, on va juste sortir les choses, et le psy ne prend jamais parti. Tu vois, il va diriger la conversation pour nous amener à nous découvrir, mais il ne va pas nous dire quoi faire. À l'inverse des coachs qui sont les pros pour dire quoi faire, tu vois. Moi, je suis une pro pour donner des solutions,
Et en fait, du coup, quand tu donnes des solutions, tu projettes ce que toi, tu voudrais. Et ce qui est intéressant, c'est... non, vraiment, je trouve ça admirable de travailler le fil pour voir les différences. C'est vrai, non, c'est vrai ce que tu dis. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir avoir un espace où tu peux exprimer ce que tu ressens. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que je me suis fait cette réflexion aussi il y a quelques jours en me disant, moi j'ai vraiment l'intime croyance qu'on peut se connecter aux autres avec vraiment authenticité et même avec grande intensité. Mais par contre, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que on peut pas s'attendre à ce que les autres ressentent ce qu'on ressent. C'est ça. Et notre expérience de ce qu'on ressent, c'est une expérience unique en fait. C'est ça. Qui n'appartient qu'à nous. Et en même temps, ça crée une intimité magnifique avec nous-mêmes. C'est ça, que je trouve fou et fabuleux. Moi, c'est pour ça que souvent les filles viennent me voir en me disant je viens de débuter une relation, qu'est-ce que je dois faire pour garder ce mec? Bon, je souris 5 minutes, je leur explique vraiment la que question qui vient. Ça revient beaucoup, hein, toi aussi. Parce que souvent, moi, dans ma communauté, les filles, elles se sentent jolies, enfin, elles savent qu'elles sont globalement jolies, mais elles ont du mal, elles trouvent des mecs, elles arrivent à séduire, à coucher avec, mais c'est l'après. C'est l'après-sexe, tu vois, c'est comment je le garde. Tu vois, vraiment l'importance du mot garder, qui me fait sourire parce qu'au final, c'est tellement pas une mission, tu vois, avec des bullet points. Mais il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est créez-vous des souvenirs ensemble. Tu vois, créez-vous des moments où vous allez ressentir une émotion un peu partagée. Tu vois, quelque chose où... Moi, par exemple, j'ai un souvenir assez dingue avec un ami où, quand je suis partie toute seule en Thaïlande à 23 ans, j'ai croisé un ami là-bas et on s'est retrouvés tous les deux en plein mois de novembre sur une plage à Phuket alors que tous nos amis étaient en train de bosser, les pauvres, en France où il pleuvait. Et on s'est retrouvés sur cette plage déserte dans une réserve naturelle et on marchait, le ciel était violet, c'était magnifique. Et je crois qu'à ce moment-là, on a ressenti la même chose. Tu vois, c'est trop beau. J'ai eu ce sentiment, je l'ai regardé, j'ai dit, mais tu te rends compte là, le bonheur qu'on a, parce que lui, il avait 22, moi j'avais 23, à 22 et 23 ans, de pouvoir vivre ça à ce moment-là de notre vie. Il m'a dit, ouais, franchement, c'est incroyable. Et je te jure qu'à ce moment-là, tu vois, pourtant, on n'était pas sexualisés tous les deux, mais j'ai senti à ce moment-là une telle connexion. C'était un instant de bonheur. Tu vois, j'y pense souvent quand on me dit quel est l'un des meilleurs souvenirs de ta vie, je pense à ça parce qu'on avait ce sentiment d'abondance. C'est assez incroyable. Tu vois, c'est magnifique, ouais. C'est ces moments-là où tu as l'impression que le temps s'arrête et... Ouais. Tu vis juste un truc de fou, quoi. Tu te dis, mais quel bonheur. Qu'est-ce que... Tu vois, et c'est ça, en fait, aussi qu'il faut comprendre, c'est que ce bonheur-là, ce qui le rend fabuleux, c'est son éphémérité. C'est vrai. Tu vois, le bonheur, c'est quelque chose qui est ponctuel. On peut évidemment avoir un état où, globalement, on se sent bien. Mais ces grands pics de joie, on les a parce qu'il y a des moments où on doute. Parce qu'il y a des moments où on ne vit pas ça. Et c'est ça qui les rend assez exceptionnels. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'on leur donne de la valeur. Et ce que tu disais, là, ça m'intéresse beaucoup par rapport au fait... que souvent, tu as des femmes qui viennent vers toi et qui te disent comment est-ce que je peux garder un homme, etc. Ton avis, pourquoi est-ce qu'on est aussi effrayé, on a autant peur de perdre l'intérêt d'un homme? C'est quelque chose que je vois vraiment beaucoup, tu vois, même si tu vas sur TikTok, Instagram, tu vois souvent, je vois souvent des coachs ou des gens, des créateurs sur TikTok qui vont commencer leur vidéo en disant comment garder un comment homme rendre un homme obsédé par vous, comment rendre... Ah mais j'étais là pour faire des trucs comme ça moi aussi. Oui, mais parce que ça marche, ça attire l'intérêt. Ça marche, bien sûr, mais pourquoi justement ça attire l'intérêt? En vrai, je pense que c'est très génétique, pour être sincère avec toi. Ne serait-ce qu'en matière de spermatozoïdes versus ovules, je veux dire, tu vois qu'on est en quantité versus qualité. Et c'est vrai que les femmes, malheureusement, on est faites pour porter la vie, sauf que nous, on va avoir un ovule. Je crois qu'on a, je sais plus combien d'ovules, enfin, on a beaucoup moins d'ovules que d'hommes de spermatozoïdes dans une vie. Hein. Mais en tout cas, nous, on peut pondre un enfant tous les 9 mois, tu vois, complètement. On va dire un par an, parce que quand même, 2 grands max si on a des jumeaux. Mais tu vois, on est vraiment dans cette dynamique de qualité. On ne peut pas porter plusieurs enfants. Un mec... biologiquement, il peut faire 5 enfants en même temps s'il veut. Parce que son ADN est transmise 5 fois. Parce que la reproduction, ce qu'il y a derrière, c'est comment est-ce que je transmets mon patrimoine génétique à le plus de personnes possible, en fait, pour être un peu éternel. Et du coup, un homme va avoir ce sentiment va être plutôt à la recherche de quantité. Encore une fois, c'est pas le cas de tous les hommes, mais génétiquement,
est programmé, un homme est programmé pour pouvoir mettre un maximum de fois son patrimoine génétique dans un enfant, en fait. Hein. Donc, c'est pas parce que c'est pas ton intention que c'est pas vrai. Tu vois, je dis ça pour les hommes qui me regardent, mais c'est logique, c'est normal, en fait. Les hommes vont être plutôt dans une dynamique de quantité, alors que les femmes vont être plutôt dans une dynamique de qualité. Donc, elles vont chercher the one, tu vois. Et c'est là où on voit souvent ce schéma où, ça va peut-être faire piquer certaines femmes, il va y avoir 4 hommes pour une femme, tu vois. Sauf que la femme, sa mission, c'est de trouver le bon, tu vois, et de le garder. Parce qu'elle a bien conscience que derrière, il peut s'enfuir, en fait. C'est elle qui va garder le gosse, tu vois. Donc je pense qu'il y a cette dynamique de peur, en fait, de perdre, parce que une fois que le sexe est fait, c'est elle qui garde la responsabilité de la chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le mariage a été créé, hein, quand tu regardes un petit peu. Alors, il y a différents discours, hein, mais je trouve celui-là assez intéressant. Le mariage a été créé pour verrouiller, si je puis dire, les hommes une fois que l'acte a été fait. Tu vois ? Et d'ailleurs, tu regardes les dynamiques sociales, c'était très différent avant l'arrivée de la contraception. Hein. Avant la pilule, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de femmes qui se retrouvaient sans argent parce que les hommes les abandonnaient derrière. Sauf que vu qu'elles avaient couché avant le mariage et qu'elles avaient des enfants, personne n'en voulait. Personne tu vois, elles avaient des difficultés à trouver des travaux, etc. Mais du coup, il y a ce sentiment de garder un homme parce qu'on veut garder le contrôle du géniteur, en fait, tu vois, aussi. Et d'un côté, je trouve ça totalement légitime, génétiquement parlant, mais de l'autre, c'est intéressant aussi de voir, de voir tout ce que ça implique aujourd'hui au XXIe siècle. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a un neuroscientifique, je disais ça dernièrement, qui disait que, en général, on dit que l'amour dure 3 ans, parce que, c'est pas de moi, hein, pour le coup, hein, donc venez pas me taper dessus si vous pensez que c'est pas moi, vous pensez que j'ai tort, mais qui disait l'amour dure 3 ans parce qu'il faut à peu près 3 ans à un enfant pour être dégourdi, pour pouvoir survivre, tu vois, pouvoir tenir droit, marcher, manger, parler. Il faut 3 ans. Donc en fait, ce sont les 3 années où le couple va durer pour le développement de l'enfant, et après, c'est, tu vois. Je trouvais ça intéressant. Du coup, oui, on va avoir ce sentiment de je garde aussi par peur de se retrouver seul, abandonné, etc. Donc, c'est intéressant. Et du coup, au XXIe siècle, à notre ère, à notre époque, je pense qu'il y a toute cette mémoire déjà génétique qui nous pèse un peu dessus et que c'est intéressant, non pas de s'en éloigner, parce que je pense que c'est une belle chose de vouloir créer des relations sur le long terme, mais de ne pas se mettre cette dynamique d'instinct de survie. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas d'autre choix que le garder, sinon tout se détruit. En fait, le problème de beaucoup de personnes qui manquent d'estime, d'amour ou de confiance en soi, c'est qu'elles vont utiliser l'autre elles vont utiliser l'autre comme un moyen d'avoir ce qu'elles veulent. C'est ça. Et en fait, l'autre n'est pas humanisé, c'est juste un moyen pour avoir l'affection qui leur manque. Tu vois ? Vrai, c'est vrai. Et c'est là où parfois on va même garder un homme au détriment de notre propre respect. Tout à fait. Tu vois ? Tout à fait. Je suis curieuse, qu'est-ce que tu penses du mariage, toi ? Oh, bah pour le coup, moi je pense sincèrement que c'est une jolie notion. Je suis peut-être un peu traditionnelle, hein, certains diront peut-être que je suis vieux jeu, mais moi je trouve ça beau, en fait, cette déclaration. Je dis pas que c'est une obligation, parce que je pense qu'il y a énormément de couples qui évoluent sans, et c'est très bien. Mais dans mon cas, pour le coup, assez personnel, j'aime ce sentiment de fondre la relation un petit peu, tu vois, dans l'or. Tant que ça reste quelque chose de sain, encore une fois. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec les personnes qui disent, bon, le mariage, c'est comme une urgence. Moi, ma grand-mère, bon, elle a 98 ans, donc on lui pardonne. Mais à mon âge, elle me dit toujours, j'étais mariée, j'avais 3 enfants, hein, 4 même. Et elle me dit, le mariage. Évidemment que ça m'épuise un peu, je t'avoue. Oui, je comprends. J'en ai un peu marre. Mais pour moi, en tout cas, la notion que j'ai du mariage, c'est la construction et la sécurité. Certes, on n'a pas besoin de mariage pour se sentir en sécurité, mais je trouve ça assez beau de se dire on se met mutuellement dans une situation où on se choisit. Ah, ouais, c'est une belle façon de le décrire, ouais. Voilà. Après,
encore une fois, je pense que c'est pas une obligation. Je pense que pour le coup, c'est totalement personnel ce que je raconte. Mais moi, par exemple, j'ai sincèrement envie de me marier. Mais je pense que c'est aussi culturel. Je pense qu'il y a plein de choses derrière qui sont liées à ma propre histoire et à mon propre patrimoine générationnel. Mais je trouve ça beau, cette image, moi, du mariage, de la construction d'une vie ensemble. Tu vois, de se dire, on se met en équipe. C'est ça. C'est une jolie métaphore. En fait, le mariage en soi, si on enlève évidemment l'aspect légal des impôts et compagnie, ça reste une métaphore de l'union, du partenariat, de ne former qu'un, si je puis dire. Je trouve ça assez joli. Après, encore une fois, ça dépend ce qu'on en fait. Je pense pas que pour être heureux, on ait besoin de se marier. C'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est... Aujourd'hui, on est en 2023. Et on est dans une ère où on rencontre les gens, surtout en ligne, surtout sur les applis de rencontres. Ouais. Je crois que j'ai lu une stat récemment qui disait que 80% des rencontres, elles se font sur des applis de rencontres. Ça m'inquiète un peu. Ouais, ce que tu dis là. Justement, je suis intéressée de savoir, qu'est-ce que tu penses des applis de rencontres Alors moi, j'adore les applis de rencontres. J'en ai utilisé beaucoup, mais je pense que j'en ai aussi beaucoup utilisé pour les mauvaises raisons. Je pense que les applications de rencontre, c'est un fabuleux outil pour rencontrer une nouvelle personne et faire des rencontres. Le problème, c'est quand les applis de rencontre prennent le pas sur la relation et la qualité de la relation. C'est-à-dire que, par exemple, avoir une appli de rencontre et rester 3-4 jours à discuter avec quelqu'un avant de le voir, soit, on va discuter un peu, ok. Mais quand on reste des mois... Genre, il y a une émission qui était sortie, qui était pour moi une calamité absolue. Et si on se rencontrait, c'était sur M6. Ça me dit quelque chose. C'était une émission. Enfin, ah oui, toujours, oui. C'est pas l'histoire avec la fille qui avait fait du catfishing ou qui avait changé... Je sais rien, je sais pas. Mais en tout cas, cette émission, derrière, ça amenait des gens à se rencontrer alors que ça faisait des années, parfois, qu'ils s'étaient pas vus. Enfin, ils se sont jamais vus, en fait, et ils se rencontrent là. Oui, je me rappelle qu'il y en a eu il y a eu justement un épisode qui a fait un scandale. Un scandale, oui. Puisque la fille avait menti sur ses photos. Ah, peut-être, oui, ça, il y en avait plein, des filtres, des machins. Bon, soit chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça terrible de rester des années à parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait que projeter la personne qu'on veut avoir derrière. Et on va se raconter une grande histoire qui va être génial pour nous, mais qui est peut-être absolument pas réaliste. Donc on vit dans la fuite, on vit dans l'imaginaire en fait, et c'est terrible. Pour moi, encore une fois, les applis de rencontre sont un fabuleux moyen pour rencontrer une nouvelle personne et potentiellement rencontrer la bonne. Mais le problème de ça, c'est que avant de rencontrer la personne, on vit dans quelque chose de très irréaliste. Et souvent le piège, c'est qu'encore une fois, on va projeter, et qu'est-ce qui se passe quand on projette ? On fuit le réel et on va se mettre dans notre imaginaire, qui est l'endroit où tout se passe bien. Tu vois ? Je trouve ça intéressant parce que ça amène à des idées comme quoi le réel est moins intéressant que ce qui se passe dans notre tête. C'est vrai. Tu vois ? Et là, je vous invite à travailler, enfin à lire tout ce qui se passe avec la machine à expérience. Je crois que c'est État et Utopie de Édouard Musnik, mais je suis pas sûre du nom. Qui parle de cette chose-là où on peut parfois fuir vers l'imaginaire. Est-ce que c'est notre but ? Est-ce que c'est notre condition ? Pas forcément. Mais en tout cas, c'est intéressant d'aller analyser ça. En tout cas, voilà, pour moi, quand j'encourage sur les sites de rencontres, mais avec quand même recul, c'est-à-dire qu'on va parler, mais on va rapidement passer par le téléphone ou par des vocaux. Pourquoi ? Parce que la voix, pour moi, c'est un élément non négociable d'attirance. Je sais que génétiquement, moi pour le coup, enfin génétiquement, j'en sais rien, mais je veux dire, je suppose que je suis extrêmement attirée par la voix. Si la voix ne marche pas, je peux pas. Tu vois, j'ai beau tout faire, je ne peux pas être attirée par quelqu'un qui parle comme ça. Ce qui m'est arrivé plusieurs fois, malheureusement. Tu peux avoir vraiment un mec incroyable en face de toi. S'il a une voix de canard, moi, je sais que j'ai un souci d'attirance. C'est vraiment tu l'amour. Ça m'est personnel. Mais je pense que quand même, quand tu regardes un petit peu ce qui attire, je pense que ça en fait partie, est vraiment présent. Donc, pour moi, la voix et l'aisance que la personne a, ça te permet
de vraiment avoir une discussion un peu plus, une image un peu plus réaliste. Par exemple, un jour, j'ai rencontré un... Je vais vous raconter une histoire drôle. J'ai rencontré un... C'était une époque où mon papa était à l'hôpital à cause du Covid et compagnie. Donc, c'était une période un peu dark. Et du coup, je devais rencontrer un mec et je ne l'ai pas rencontré parce que du coup, étant à l'hôpital tous les jours, c'était pas très drôle. J'avais pas envie de sortir. Et il se trouve qu'il m'a relancé un moment. Mon père commençait à aller un peu mieux. Donc, je me suis dit, ok. Le mec était hyper beau. Franchement, canon. Il avait une super conversation dans les textos qu'on s'envoyait, hyper intéressant, génial. J'arrive au rendez-vous, donc quand même, je prends je prends 2 heures de mon temps pour y aller, me préparer avant, etc. Sachant que, bon, j'avais vu avec ma mère, parce que comme mon père était à l'hôpital, mais bon, je me suis dit, ça va me détendre, ça va me faire du bien. J'y vais, avec toutes mes attentes inconscientes, du coup, forcément. J'y vais et en fait la personne que j'avais en face de moi était pas du tout la personne que j'avais imaginée. Parce que déjà elle était plus petite, pas précisé sa taille. Ok, bon à la limite chacun sa chance malheureusement là-dessus. Mais même dans sa manière de parler, en fait ça n'allait pas. Tu vois, ça n'allait pas. Et à un moment je me souviendrai toujours de ça. Tellement ça me fait rire aujourd'hui. On parlait d'un coach. Et parce que j'avais dit que j'étais coach et du coup il me dit et tu connais cette personne? J'ai dit ouais je la connais et tout. Il me dit bah c'est génial, moi j'ai acheté sa formation pour apprendre à draguer sur les sites de rencontres. Et j'étais en mode c'est pour ça c'est pour ça je te jure. J'ai rigolé, j'ai appelé du coup parce que c'est un ami, je l'ai appelé, j'ai dit mec tu peux pas faire ça, genre t'as créé un monstre là. Le mec était incroyable par message vraiment. Et derrière, ça n'a pas matché. À partir de là, je me suis dit, maintenant, je passe forcément par le téléphone avant de rencontrer, parce que je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'aller à un rendez-vous, de prendre du temps, qui est quand même ma valeur la plus précieuse, si je ne mets pas un maximum de chance de mon côté pour que la rencontre se passe bien. Au moins passer un bon moment. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que ça mène quelque part, mais que tu puisses passer un bon moment et que ce soit pas... C'est ça, que ce soit pas une tare, ou tu sais, parfois, malheureusement, tu es tellement déçu que d'un coup, tout redescend. Voilà, donc à partir de là, ce qui est intéressant, c'est y aller sans attente, même si c'est embêtant et que c'est compliqué, parce que qui dit attente dit déception. Tu peux pas être déçu si t'as pas d'attente. C'est vrai. Y aller avec un peu plus Enfin, vérifier avant en amont au maximum si la personne nous attire, donc vérifier sa voix, son aisance aussi au téléphone ou par vocal, tu vois, c'est quelque chose que je vois. Et tout simplement, si cette personne, au moins en photo, nous attire un peu. Et derrière, c'est sûr qu'il y a des choses par contre qui se voient vraiment que dans le réel, c'est-à-dire la gestuelle, voilà, les moments de blanc, les habitudes, ça évidemment ça se vérifie après. Ouais, c'est vrai. Comment est-ce que je sais que beaucoup de gens veulent rencontrer quelqu'un mais ont peur de se lancer. Comment est-ce que tu conseillerais les personnes qui nous écoutent d'aborder par exemple quelqu'un qui leur plaît Est-ce que tu penses que... Parce qu'aujourd'hui, justement, on est tellement dans le virtuel qu'on a tendance à se cacher derrière nos téléphones, ne pas se lancer, enfin, ne pas aller parler à la personne dans la vraie vie. Comment est-ce que tu conseilles... Qu'est-ce que tu conseillerais En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas l'envie qui manque. C'est la peur qui est plus forte que l'envie. Tu vois, c'est pas que j'ai pas envie d'aller parler à ce mec, c'est que j'ai peur d'être rejetée. C'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on est ? On est dans quoi ? On est drivé par la peur. Exactement. Tu vois où on vient ? C'est ce genre de cheminement. C'est pour ça que je parle souvent d'avoir la confiance en soi de Beyoncé dans mon école, parce que quand on voit Beyoncé, encore une fois, ça reste une projection, mais on se dit, elle a pas peur, tu vois. On sent qu'elle a pas peur. Tu vois ? Et ce que j'aime bien avec cette notion-là, et c'est ça que j'encourage aussi à faire, c'est de travailler ce que j'appelle l'alter ego. Tu vois, il y a un livre qui s'appelle The Alter Ego Effect, et Beyoncé en est un cas, c'est-à-dire de se dire là tout de suite, si vraiment on a peur, évidemment c'est pas l'idéal à faire, mais ça peut être un début. Si on a trop peur, de se dire là tout de suite, je ne suis plus Brenda, je ne suis plus Mariam, je suis Beyoncé. Et tu t'incarnes dans ta Beyoncé. Et c'est exactement cette méthode que Beyoncé a utilisée pour créer Sacha Brown. Tu sais, Sacha Pierce, pardon. Sacha Pierce, qui est son alter ego. Quand elle a débuté dans sa carrière, elle avait peur de monter sur scène. Et du coup, elle a créé cet alter ego qui s'appelle Sacha Pierce. Et elle s'est dit, quand je monte sur scène, je suis Sacha Pierce. Et en fait, au fur et à mesure, le personnage, l'alter ego, se dissout. Tu vois ? C'est un super petit hack. Là, pour le coup, c'est un hack, tu vois. C'est pas ce qui va régler le problème de fond. Je trouve ça sympa. Maintenant, le problème de fond, c'est qu'est-ce qui se passe
si je suis drivée par l'amour. Et souvent, du coup, ce qu'il faut travailler, c'est mes ressentis, comme je l'ai dit, mon écoute, ma résilience, se choisir, apporter de la joie dans sa vie. Ça, c'est un truc qui fait tellement de bien, d'apporter de la joie dans sa vie. Comment est-ce que je peux apporter plus de joie dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire si tout était possible, tu vois? Ouais, c'est une bonne question. Et déjà, tu vas mettre des choses en place qui vont t'apporter plus de joie, et donc qui vont t'envoyer davantage le message que tu te sens légitime, que tu as de la valeur. Et ça va te permettre petit à petit de rentrer un peu plus dans j'aborde, de toute façon j'ai rien à perdre. Parce que je pourrais vous donner des conseils en mode mais vous n'avez rien à perdre, vous savez que vous êtes des gens bien, de toute façon qu'est-ce qui va se passer, au pire il va te dire non, et alors machin. Mais en vrai, oui, c'est super motivant quand tu l'entends, mais ça règle pas ce qui se passe là, tu vois. Ce qui se passe là, c'est l'humilité, ce qui n'est pas sexy. Et encore une fois, simplement se dire quelle est la plus belle chose que je puisse m'apporter de moi-même à moi-même, tu vois. Est-ce que si je vais aborder ce mec, de moi-même à moi-même, je serais contente. Peu importe ce qui se passe, en fait. Bah, je pense que c'est vraiment une pratique qui te permet de prendre confiance en toi parce que tu te mets en situation où tu pourrais être rejeté et... C'est ça. C'est de l'amour de soi-même. C'est même pas de la confiance. Enfin oui, la confiance arrive. Mais pour moi, c'est vraiment un travail d'amour. Tu vois, quand tu fais le travail d'humilité, c'est vraiment de l'amour. La confiance en soi, pour moi... ce serait se déconnecter vraiment ici plutôt, et juste de se dire j'y vais, j'arrête de penser, tu vois. Ça, c'est de la confiance en soi. Mais quand tu ressens le truc, c'est plus dur, tu vois. Quand tu le fais vraiment en pleine conscience, voilà. C'est vrai. Parce que moi, par exemple, à un moment, je m'étais mis un défi que finalement je n'ai pas réalisé, mais j'avais commencé d'aborder 100 hommes en 100 jours. Waouh, pas mal le défi, ça. Ouais. Au final, je m'étais arrêtée à un moment, mais c'était pas mal parce que en fait, je me disais, t'es pas obligé d'aller aborder des mecs au début qui te trouvent séduisants. Tu peux moi, j'avais abordé un Uber, tu vois. J'avais parlé avec un Uber qui était en train de rouler. J'avais abordé un petit vieux qui était sur son vélo en lui disant, c'est génial, vous faites du vélo. Et puis au fur et à mesure, t'augmentes et tu te rends compte que les gens ne te rejettent pas. C'est ça. Tu vois, parce que comme j'ai dit, on est drivé par la peur d'être rejeté et pas par la joie d'apprendre à connaître quelqu'un, tu vois. C'est vrai, quand tu fais face à une peur, tu te rends compte finalement que t'es pas forcément en danger. C'est ça. En fait, c'est ça la rééducation de l'ego. C'est lui dire, c'est pas parce que je vais parler à ce mec que je vais mourir. C'est ça. C'est l'inconnu, de toute façon, qui nous fait peur. C'est ça aussi qui va se passer dans une situation où on n'a pas envie d'être vulnérable. Parce que la vulnérabilité, c'est l'inconnu. Et le cerveau déteste l'inconnu. Le cerveau veut rester sur le confort parce que le confort, c'est la survie, c'est la sécurité. C'est vrai. C'est une déclaration d'amour quand même de notre inconscient pour rester en sécurité, mais c'est là où on lui apprend qu'on va pas mourir en fait. C'est pour ça que je parle d'éducation, de dialogue. C'est vrai, je suis d'accord. Je crois que tu parlais aussi de la communication non violente, surtout en couple. Ça ressemble à quoi la communication non violente ? C'est un sacré sujet, la communication non violente. La communication non violente, c'est avoir une posture responsable. Tu vois, de ses faits. Le problème, souvent, de la communication d'aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser un masque manipulateur pour exprimer ce qu'on ressent. Alors, c'est pas forcément le pervers narcissique, ça, on va dans l'extrême, mais il y a aussi des manipulateurs qui s'appellent les maîtres chanteurs. C'est-à-dire, oh, mais ça me ferait tellement plaisir si tu faisais ça. Oh, tu m'as tellement déçue en faisant ça, je m'attendais tellement pas de ça à toi. Ou en fait, on travaille sur la culpabilité. Tu vois. Donc, la communication non violente, déjà, c'est jamais faire des jugements ou des interprétations sous réserve de liberté d'expression, tu vois. Non, tu vas pas commencer à juger l'autre parce que tu estimes que tu as le droit de lui dire ce que tu veux. Communication non violente, c'est appuyer et incarner profondément ses propos et exprimer avec vulnérabilité ce qu'on ressent. C'est pas ce que l'on juge, ce que l'on ressent. Je me sens abandonnée, tu vois. C'est aussi dans la communication non violente... simplement mettre son ego de côté, c'est un travail d'ego là encore. C'est quand une personne par exemple dans un couple ne peut pas venir ce soir, par exemple elle dit désolée je peux pas venir ce soir, j'ai un empêchement, la plupart des gens vont répondre ok point, tu sais, pour bien montrer qu'elles ont le seum. Ouais, mais tu vois, on va pas aller plus loin. Ça va être déjà d'accepter que c'est pas un pic personnel, c'est que la personne ne peut pas, donc d'accord, c'est dommage, mais tant pis. Et si la personne ne nous renvoie pas de message pour relancer, on peut tout simplement la relancer.
tu vois. Et créer de la discussion. Après, il y a vraiment des gens qui sont bien meilleurs que moi en communication non violente. Je pense à Gaëlle Lannes de Viens on s'aime qui est super là-dedans, où vraiment tu vas travailler sur vraiment la manière de communiquer et la manière d'exprimer, tu vois. Quand on est dans la communication non violente, en couple, hein, j'entends, on a ce choix de préserver le couple. Donc on peut exprimer sa colère, mais l'idée c'est de trouver des solutions aux frustrations. Quand l'un a envie de quelque chose et que l'autre a envie d'autre chose, on va essayer de tomber d'accord. Tu vois, c'est pas l'un ou l'autre. Tu vois, c'est pas ce... Souvent, on pense que les rapports de domination, c'est ça. Et que du coup, il faut passer à ça. Alors qu'en réalité, c'est pas ça ou ça, c'est apprendre à faire ça. Tu vois, à chacun retrouver son équilibre. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de ton école ? Oh, mon école, je l'aime tellement. Alors, j'ai 2 écoles. J'ai l'école des réseaux sociaux qui est plutôt orientée réseaux sociaux. J'ai l'école Femmes d'Exception, du coup, comme tu l'as dit, où j'apprends un peu aux femmes à avoir la confiance en soi de Beyoncé. Et c'est une école dans laquelle j'accompagne un groupe de femmes plutôt restreint, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur 200, 300, 400 personnes, parce que c'est des personnes que j'accompagne. Donc, j'ai besoin d'avoir cette notion de groupe où je les accompagne, moi ou mon équipe, à travers 2 Zooms en moyenne par semaine, 1 à 2, où pendant 6 mois, on va travailler sur 3 grands piliers qui sont l'amour de soi en premier, parce que tout part de là, le couple, la relation, la séduction, et l'ambition et la création de projets. Et pendant 6 mois, on va les accompagner, on travaille une pédagogie pour que la personne évolue, progresse à travers différents Zooms avec des masterclass, avec des Zooms accompagnement où vraiment on a des coachs qui les accompagnent. Moi, où je fais aussi des masterclass, des exercices, je les ai en direct, et où vraiment je mets l'intelligence collective au sein du groupe. C'est-à-dire que j'ai eu moi-même, et j'aurai encore, je pense, des personnes au téléphone pour les sélectionner, tu vois, elles prennent un appel, je vérifie que ça fit, parce que ce sont souvent des femmes hyper ambitieuses, comme je l'ai dit, intéressantes, jolies, qui estiment que tout va bien dans leur vie sauf l'amour, et l'amour ça foire et elles ne savent pas pourquoi. Donc elles ont plein de choses à apporter au groupe, mais elles sont toutes unies par ce challenge un peu interne de pourquoi est-ce qu'avec moi ça marche pas, tu vois. Donc c'est des femmes qui souvent ont fait déjà un travail en développement personnel, un minimum de travail, pour travailler sur des sujets plus profonds, plus intérieurs, tu vois, qu'on travaille ensemble. Et le truc en plus que je fais, c'est vraiment qu'il y a ce chouchoutage où je leur fais 3 rencontres en présentiel, qui sont facultatives, hein, tout est en replay, mais où je les accompagne pendant une journée en plus des Zooms en présentiel sur Paris, où je loue des lieux absolument fabuleux, je fais venir un traiteur, etc. Où vraiment je les chouchoute, je leur ouvre mon carnet d'adresses aussi. Tu vois, je fais venir de belles personnes aussi dans l'école, tu feras sûrement partie aussi. Où vraiment il y a cette dynamique de vouloir aller plus loin, se développer, travailler son ambition, et c'est pas des gens mous, quoi, tu vois. Moi, je veux... Mon critère, quand j'ai les gens au téléphone, c'est est-ce que j'ai plus d'énergie et de joie après l'appel qu'avant. Ça, c'est un excellent indicateur. Tu vois, si la personne, elle m'a déprimée et qu'elle est pas bien et que... Tu vois, non. Par exemple, j'estime que je suis pas psychologue. Vraiment. Tu vois, il y a des gens qui viennent me voir avec des problématiques lourdes, genre j'ai fait une tentative de suicide il y a 1 an, machin. Je dis, écoute, je te remercie de ta confiance, mais j'estime sincèrement que j'ai pas les épaules pour t'aider. Va voir plutôt un psy ou un psychiatre. Qui est très responsable de ta part. C'est très important, et puis c'est noté sur le contrat. Hein, bien sûr. Tu vois, c'est, à mes yeux, il faut pas donner des tomates à une personne qui veut des carottes. Tu vois. Tout à fait, bien sûr. Donc oui, je travaille, mais par contre, c'est une expérience, c'est des amitiés extraordinaires. Ça doit être assez incroyable. J'ai des filles du Canada qui sont venues en France pour les dernières rencontres, tellement elles étaient émues de l'école, du groupe. Donc ouais, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler. De toute façon, je vous conseille à tous d'aller suivre Brenda, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube. C'est brenda.boukris, c'est bien ça Brenda Boukris, tout Brenda Boukris. Sur Instagram. De toute façon, on va mettre tes pseudos. Alors, j'ai 3 petites questions pour terminer le podcast, la tradition du podcast. Première question, si tu avais la petite Brenda devant toi, la version de toi enfant, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je dirais, waouh, si tu savais tout ce qui va se passer. Là, je sais que tu as peur, je sais que tu es déprimée, mais tu vas voir ce qui va se passer, et tu vas voir combien tu vas grandir et combien, grâce à toi, je suis devenue quelqu'un de bien. Tu vois ? C'est touchant, ouais. Et deuxième question, si tu avais justement, au contraire, la version de toi plus âgée, la Brenda de 80 ans devant toi, tu penses qu'elle te dirait quoi ?
Elle me dirait, ben, on a fait des choses. Je dirais, purée, il y a des trucs quand même, t'as un peu abusé. Quelques soirées que t'aurais pas dû faire. Non, c'est une très bonne question, parce que pour le coup, on pose souvent la première, mais moins la deuxième. Je pense qu'elle me dirait, t'es qu'au début. Tu vois, vraiment, tu vas voir. Et confiance. Ouais, ça c'est un bon conseil. J'aime bien poser cette question parce que je trouve que ça nous permet d'avoir une idée, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on se rapproche de la mort, c'est ça. on se rend compte de ce qui est important. Ouais. C'est quoi l'impact que tu aimerais avoir sur le monde, sur les autres? C'est continuer le chemin que j'ai commencé, en tout cas pour l'instant, parce que je sais pas qui je serai dans 5 ans ou 10 ans, mais c'est aider vraiment profondément les êtres humains, même si je m'adresse surtout aux femmes, je pense qu'on peut parler pour le coup des êtres humains, à se dire, il y a une porte de sortie à mon mal-être, tu vois. Moi, j'ai créé ça à la base, vraiment à l'origine, parce que j'aurais adoré que la Brenda qui n'a pas confiance en soi, qui a 14 ans, elle puisse tomber sur ce genre de vidéos ou de contenu. Qu'elle sache que la phrase qui a changé ma vie, la confiance en soi s'apprend. Tu vois, c'est vraiment la phrase qui m'a le plus marquée dans ma vie. Se dire, ouais, il y a une porte en fait. Il y a des choses qu'on peut faire. C'est pas une fatalité de ne pas s'aimer. C'est pas une fatalité de rater ses relations amoureuses. C'est pas une fatalité de ne pas avoir confiance en soi dans ses relations amoureuses. Et ouais, je pense que si j'arrive à avoir cet impact-là, d'aider les gens à être drivés par l'amour, à accomplir des projets, à prendre confiance en leur capacité à sortir de leur zone de confort dans différents domaines, je pense que je pourrais dire que déjà j'aurais réussi ma vie professionnelle et une petite partie de ma vie personnelle, bien sûr. Bah, c'est magnifique, franchement. Franchement, bah, merci beaucoup. Je suis je trop t'en prie, contente d'avoir avec fait cet plaisir. épisode avec toi. C'était une conversation hyper enrichissante. Donc, merci. Et puis, je vous encourage tous à suivre Brenda. De toute façon, on va mettre tes pseudos juste en dessous de l'épisode. Avec plaisir. Merci. Merci, Brenda. Merci à toi. Bisous.